Ok, let's go! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le Rookscast, épisode 11. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va remettre en question votre approche de l'entraînement et du sport. Aujourd'hui, on va explorer un paradoxe qui est fascinant mais qui risque de vous inquiéter un petit peu. C'est comment la pratique intensive et exclusive d'un sport peut, ironiquement, vous rendre plus fragile et plus susceptible de vous blesser. Vous êtes un coureur passionné, vous enchaînez les kilomètres semaine après semaine, vous améliorez vos chronos, vous repoussez vos limites, vous êtes heureux, ou vous faites du vélo, vous êtes un cycliste et vous adorez ça. Vous adorez grimper, bon il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes un nageur assidu, peu importe, que vous fassiez du tennis, de la course à pied, du vélo, peu importe. Si vous y consacrez l'essentiel de votre temps d'entraînement, cet épisode va vous concerner. Parce que la vérité la plus inconfortable et que personne ne veut vraiment entendre, c'est qu'en devenant excellent dans votre sport, vous allez créer des faiblesses en parallèle, des déséquilibres, des vulnérabilités qui finiront probablement par vous rattraper à long terme. Plus vous êtes spécialisé, plus vous êtes performant dans un domaine spécifique et précis, mais aussi plus vous êtes fragile en dehors de ce domaine. Et même à l'intérieur de ce domaine, ces déséquilibres, ça va devenir des bombes à retardement. Alors, on va dresser le programme du jour. D'abord, on va comprendre ce que c'est réellement la spécialisation sportive et pourquoi elle va vous poser problème. Ensuite, on va explorer les différents types de déficits et de risques qu'elle peut engendrer, que ce soit au niveau musculaire, articulaire, neurologique, au niveau métabolique, etc. Ensuite, on va voir comment la muscu, bien évidemment, utilisée de manière intelligente, peut être l'antidote à ces dangers. Et enfin, on va proposer des stratégies concrètes pour justement construire un athlète complet et résilient, même si vous êtes spécifique et passionné d'un sport. Ok, alors préparez-vous à reconsidérer l'idée que plus c'est spécifique, mieux c'est, parce que c'est simplement faux et que la vraie performance à long terme, elle nécessite de sortir de sa zone de confort sportive. Ok. Alors on va commencer par comprendre comment on en est arrivé là. Dans le monde du sport moderne, il existe un principe sacré, le principe de spécificité. L'idée, elle est simple, c'est que pour devenir bon dans une activité, vous devez pratiquer cette activité. Et uniquement cette activité, parce que plus vous allez en faire, mieux vous serez bon, plus vous serez bon. Pour devenir un excellent coureur, vous devez courir. Pour devenir un bon nageur, vous devez nager. Oui, c'est logique. Et ce principe, il n'est pas faux, on est bien d'accord. Il est fondamentalement vrai. Les adaptations physiologiques, elles sont spécifiques aux demandes imposées. Si vous voulez développer votre VO2 max en course à pied, vous allez devoir courir à haute intensité. Si vous voulez améliorer votre technique de crawl, vous n'allez pas faire de la brasse. Ok. Le problème commence quand on pousse ce principe à l'extrême. Quand on se dit, puisque c'est important d'être spécifique, je vais faire que ça. Je vais me consacrer chaque entraînement à ça. Chaque minute doit être consacrée à ce problème, à mon crawl, à ma grimpette en vélo, ce que vous voulez. Tout le reste, c'est une distraction et c'est du temps perdu. C'est là que la logique, elle est dangereuse. Parce qu'un être humain, c'est pas une machine monofonction. Votre corps, c'est un système complexe avec de multiples qualités physiques interdépendantes. La force, la puissance, l'endurance, la mobilité, la stabilité, la coordination. Et si vous êtes amené au fur et à mesure à négliger certaines de ces qualités au profit d'une ou de quelques autres, ça va créer inévitablement des déséquilibres. Si on prend un exemple concret, vous imaginez un coureur de marathon, il court 6 jours par semaine, il fait 80, 100 bornes toutes les semaines. Donc, toute son identité sportive, elle est construite autour de la course. Et il est excellent dans ce qu'il fait. Ses jambes, c'est des ressorts magnifiques. Son système cardio, c'est une machine. Il ne transpire plus, il n'est jamais essoufflé. Son économie de course, elle est optimale. Il est optimisé. Mais si on regarde de plus près, demandez-lui de faire une traction. Il en fera peut-être une ou deux, ok, avec difficulté. Demandez-lui de faire un squat, un vrai squat, profond. Sa mobilité, elle va être limitée, éclatée. Il ne pourra pas descendre. Si vous lui demandez de sprinter à pleine vitesse, il n'aura pas la puissance explosive. Ok. Et il va risquer de se claquer les ischios. Si vous testez ses abdos ou quoi que ce soit, tous ces paramètres, c'est probable qu'ils soient en dessous de la moyenne, et parfois dramatiquement. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un problème, parce que lui, il s'en fout de faire des tractions ou des squats. Tout ce qu'il veut, c'est courir des marathons. Le problème, c'est que toutes ces faiblesses en dehors de la course, ça va finir par affecter la course elle-même et le rendre vulnérable.
Votre corps ne comprend pas que vous avez choisi de vous spécialiser. Il fonctionne selon des lois physiologiques universelles, les lois pour lesquelles on a évolué. Et une de ces lois fondamentales, c'est le principe d'équilibre, de réciprocité et d'adaptation musculaire. Chaque muscle a des antagonistes, des muscles qui font le mouvement opposé. Quand vous développez massivement un groupe musculaire sans développer les antagonistes, vous allez créer un déséquilibre qui va modifier la biomécanique de votre corps, augmenter les contraintes sur certaines structures et donc élever le risque de blessure. Un autre principe simple qui est connu, c'est la loi du maillon faible. Et je ne parle pas du jeu de télé. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Donc dans le mouvement sportif, si vous avez une faiblesse quelque part dans la chaîne, c'est cette faiblesse-là qui va limiter toute la performance derrière et qui va créer des compensations qui vont surcharger d'autres structures. Et la suite, je ne vous fais pas un dessin. Un cycliste qui a des fessiers faibles compensera en surutilisant d'autres muscles. Un nageur avec un tronc instable compensera en sursollicitant d'autres régions. Un joueur de tennis avec une faible force de rotation compensera en sollicitant excessivement son coude ou ses épaules. Et ces compensations, on est bien d'accord, elles fonctionnent jusqu'au jour où, et c'est là que c'est pas bon, c'est là qu'on se blesse. Mais au-delà des déséquilibres musculaires, il y a le problème de la répétition en elle-même. Quand vous faites le même geste, des centaines, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, vous créez ce qu'on appelle des blessures de surcharge ou de surutilisation. Un coureur fait environ 1000 foulées par borne. À 100 bornes par semaine, ça fait 100 000 foulées. Ça fait plus de 5 millions par an. Et même si chaque foulée ne crée qu'un micro-stress infime sur vos structures, accumulé à des millions de répétitions, le stress il peut devenir significatif. Et si votre geste n'est pas parfaitement optimal biomécaniquement, si vous avez une légère asymétrie, une petite faiblesse quelque part, le défaut il va être amplifié des millions de fois. C'est comme un pneu qui est légèrement désaligné, ok. Le cardan il est un peu KO, les premiers kilomètres ça va, au bout de 50 000 ça va pas. Et les blessures classiques de surcharge chez les coureurs c'est quoi? La périostite, l'essuie-glace, la tendinopathie d'Achille, la ponévrosite plantaire, les fractures de stress. Chez les cyclistes, le syndrome patellaire, les lombalgies. Chez les nageurs, les conflits d'épaule, les tendinopathies de la coiffe. Chez les joueurs de tennis, le tennis elbow. Et ces blessures, c'est pas de la malchance, c'est juste des conséquences prévisibles. C'est des stats, c'est juste des maths. Et c'est ça le paradoxe le plus cruel. Plus vous progressez dans votre sport, plus vous accumulez de volume d'entraînement, plus vous devenez performant. Et c'est génial. Mais plus vous accumulez des déséquilibres. Et plus ça va être compliqué plus tard de revenir en arrière et de les rééquilibrer. Le débutant qui court 20 bornes par semaine a moins de risques que l'athlète confirmé qui en court 100. Non pas parce que courir c'est dangereux en soi, mais parce que le volume de répétition amplifie les conséquences de tout déséquilibre ou de tout déficit sous-jacent. Et c'est comme si la route vers l'excellence sportive, elle était bordée de pièges. Ok, bon, ça c'est la vision classique. Plus vous avancez vite, plus vous êtes performant, mais plus les pièges ils deviennent dangereux. Si vous n'avez pas construit des fondations solides, si vous n'avez pas équilibré votre développement physique petit à petit, vous allez tomber dans un des pièges. Voilà, c'est inévitable. Et le résultat, c'est que vous allez être blessé, c'est toujours plus simple, et ensuite vous n'allez pas être content. J'ai pas besoin de faire un dessin. Mais si on regarde un petit peu les différents types de déficits créés par une surspécialisation, ok, on va commencer par le plus évident, c'est le déséquilibre musculaire. On va reprendre notre coureur. Ok, la course à pied sollicite principalement des muscles de la chaîne postérieure des jambes, mollets, ischio, fessiers. Mais cette sollicitation, elle se fait dans un plan spécifique. La flexion-extension dans le plan sagittal. Parce qu'on court généralement en ligne droite. De côté, j'ai jamais vu quelqu'un gagner le marathon comme ça. Résultat, les muscles ils vont se développer. Ils vont devenir endurants, efficaces. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais qu'est-ce qui se passe pour les muscles qui ne sont pas sollicités? Les adducteurs, les abducteurs de hanche. Ils contrôlent les mouvements latéraux. Mais eux, ils vont s'affaiblir parce qu'ils n'ont pas le même recrutement. Les muscles du tronc qui vont stabiliser la rotation, ils sont sollicités de manière minimale. Et le haut du corps, j'en parle même pas. Alors les épaules, ça ne sert pas à grand chose. En apparence. Le plus insidieux encore, c'est que même parmi les muscles sollicités, on va avoir des déséquilibres. Le quadri, par exemple. C'est souvent quelque chose qui est relativement faible en force chez les coureurs par rapport aux ischios. Et alors, on ne va même pas parler du moyen fessier, qui est sous-développé, et qui va forcément être responsable derrière de l'essuie-glace, du syndrome de la mandibule iliotibiale. Et chez les cyclistes, c'est le même problème. Les quadris deviennent très massifs, très puissants. Et les ischios, même avec les cales, sont tout de même plus faibles. Le ratio quadri-ischio, normalement, il est autour de 60-70%. Et il peut grimper à 80%, voire plus. Cette disproportion, elle augmente
significativement le risque de rupture des ischios si le cycliste doit sprinter, faire un mouvement explosif ou pas forcément pendant son sport, mais à l'extérieur de sa pratique. Les nageurs vont développer d'énormes deltoïdes antérieurs, des gros pecs, mais leur trapèze moyen inférieur, leur rhomboïde, les muscles qui stabilisent l'omoplate sont souvent faibles. Et cette disproportion, ça crée ce qu'on appelle l'épaule du nageur, des épaules qui s'enroulent vers l'avant, une omoplate instable et un risque élevé de conflit sous-acromial. Mais au-delà de la force musculaire, il y a aussi la mobilité articulaire. Et ici, la spécialisation, elle va, encore une fois, créer des problèmes. Le corps, il est conçu pour être économe. Les amplitudes de mouvement qu'on n'utilise pas, on les perd. Échec et mat. On crée une adaptation rationnelle. Pourquoi maintenir une mobilité qui ne sert à rien? Mais cette économie, ça va devenir un piège. Les coureurs développent souvent une raideur spectaculaire de la chaîne poste. Leurs ischio-jambiers sont hyper tendus, les mollets sont raides. Leur mobilité de cheville, on n'en parle même pas. Demandez à un coureur de fond de s'accroupir, si il casse la parallèle, c'est magique. Et alors les footeux, c'est le même principe. Mais cette perte de mobilité, c'est pas juste une question de flexibilité passive. Parce que ça va affecter la biomécanique du geste sportif en lui-même. Une mobilité limitée au niveau de la cheville va forcer le pied à trouver une amplitude de mouvement nécessaire ailleurs. Une raideur des hanches va modifier l'angle d'attaque du pied au sol. Et ces compensations, elles vont créer des contraintes anormales qui, encore une fois, cumulées sur 2-3 foulées, 2-3 sorties, ne changeront rien. Mais sur des millions de foulées, je ne vous fais pas un dessin, encore une fois. Les cyclistes perdent souvent la mobilité en extension de hanche. Passer des heures en position fléchie sur le vélo, et vos fléchisseurs de hanche vont être plus importants, vont se rigidifier, se raidir. Ensuite, si on essaie de courir ou de marcher, votre hanche, elle ne peut plus s'étendre complètement, ce qui va forcer à une compensation au niveau lombaire. Et bonjour le mal de dos. Et les sports asymétriques, comme le tennis ou le golf, vont créer des asymétries de mobilité. Un côté du corps devient hypermobile, l'autre hyper raide. Et cette asymétrie, forcément, elle va perturber l'équilibre global du corps et créer des tensions anormales. Et c'est quelque chose de très simple que les athlètes d'endurance, par exemple, refusent d'accepter. C'est être capable de courir un marathon en 3 heures ne signifie pas qu'on est fort. Vous avez développé une forme très spécifique d'endurance musculaire, mais votre force max et votre puissance explosive, elles sont sans doute complètement éclatées. Et oui, vous allez me dire, c'est pas un problème, puisque son but, c'est de courir le marathon en 3 heures. Je suis d'accord, mais c'est quand même un problème, parce que la force max, c'est le fondement de toutes les autres qualités physiques. C'est votre réservoir de capacité. Plus votre force max est élevée, plus vous avez de marge avant d'atteindre vos limites. Et ça, peu importe la tâche dont on parle. Si vous imaginez 2 coureurs qui courent à la même vitesse, le premier a une force max au squat à 80 kg, le second à 150. Pour les deux, courir représente un certain pourcentage de la force max. Pour le second, ce pourcentage, il est plus faible. Il utilise une fraction plus petite de sa capacité totale. Ce qui signifie qu'il fatigue juste moins vite, qu'il peut maintenir une meilleure technique en fin de course et qu'il a de la marge pour accélérer si nécessaire. Et en plus de ça, la force max, elle protège contre les blessures. Des muscles plus forts peuvent mieux absorber les impacts, mieux stabiliser les articulations, mieux résister aux forces de déformation. Un tendon qui est habitué à des charges élevées en musculation est plus résistant au stress répétitif de la course à pied. La puissance explosive, par ailleurs, c'est la capacité à produire de la force rapidement. Et elle est cruciale, même dans les sports d'endurance. On n'y échappe pas, peu importe ce qu'on fait. Chaque foulée de course implique un cycle étirement-raccourcissement, où les tendons et les muscles stockent puis restituent l'énergie élastique. Si vous êtes plus puissant, ce cycle est plus efficace. Votre économie de course s'améliore. Mais la plupart des athlètes d'endurance ne vont jamais travailler cette qualité, parce que pour eux, c'est complètement inutile, c'est une ineptie. Et mes résultats, on a un déficit de puissance qui limite leur performance et qui augmente leur risque de blessure lors de tout effort explosif. Un sprint final, éviter un obstacle, rattraper un déséquilibre, peu importe. Et un aspect qui est souvent invisible mais crucial, ça va être la stabilité dynamique et le contrôle moteur justement. Être stable, ce n'est pas être rigide. C'est avoir la capacité de contrôler finement la position de vos articulations pendant le mouvement. De résister aux forces perturbatrices, d'ajuster votre posture de manière instantanée. Et cette stabilité, elle dépend d'un système complexe qui va impliquer des petits muscles profonds autour des articulations. Les systèmes proprioceptifs, donc votre sens de la position du corps dans l'espace, et votre contrôle neuromusculaire. Dans de nombreux sports spécialisés, cette stabilité, elle n'est développée que dans les plans de mouvement spécifiques à ce sport.
Un cycliste a une excellente stabilité en flexion-extension sur le vélo, mais une stabilité éclatée en rotation ou en support unipodal. Un nageur est stable dans l'eau, mais sur terre, voilà, on va pas faire un dessin. C'est pas du tout le même environnement. Le problème apparaît quand l'athlète va sortir de son environnement sportif. Environnement qu'il contrôle, certes, ou alors quand une perturbation inattendue survient dans l'environnement qu'il contrôle. C'est souvent dans ces moments que les blessures vont se produire. Le coureur qui pose le pied sur une pierre instable, il va risquer de se tordre la cheville. Le cycliste qui doit poser le pied brusquement au feu rouge et se déchirer un muscle. Le nageur qui glisse sur le bord de la piscine et flap. Mais on va parler aussi d'un autre déficit, plus subtil mais tout aussi fascinant. C'est les adaptations neurologiques de la spécialisation. Ok ? Votre cerveau, c'est un système nerveux qui s'adapte à ce que vous faites régulièrement, comme on en a parlé dans le podcast précédent. Si vous faites les mêmes mouvements de manière répétée pendant des années, ces patterns moteurs ils vont devenir profondément gravés, ancrés dans votre système nerveux. Ils vont devenir automatiques, efficaces, économes en énergie. Et c'est formidable pour la performance dans le sport, mais ça va aussi créer une rigidité motrice. Votre système nerveux devient tellement spécialisé dans certains patterns qu'il va perdre sa polyvalence. Si vous demandez à un marathonien d'élite de courir lentement, il aura du mal. Son système nerveux, il est câblé pour un certain rythme, pour une certaine foulée. Si vous le sortez de là, il va devenir éclaté. Demandez-lui de courir en arrière ou latéralement, ça pourrait être assez marrant. Cette spécialisation neurale, elle a aussi des implications pour la réaction aux perturbations. Si votre système nerveux il est habitué à un environnement très prévisible, très contrôlé, il va mal réagir quand quelque chose d'inattendu se produit. Le temps de réaction, il est plus long. La coordination, elle va se dégrader. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Un risque de blessure qui augmente. Je vous le donne en mille. Enfin, ça c'est pour le neural. On a vu le musculaire. On va parler des adaptations métaboliques. Il y a différents types d'entraînement qui vont créer différents types d'adaptations au niveau des fibres musculaires ou du métabolisme énergétique, au niveau des systèmes hormonaux. Les athlètes d'endurance vont développer principalement leurs fibres de type 1. C'est des fibres lentes qui sont résistantes à la fatigue mais peu puissantes au niveau des muscles. Leurs fibres de type 2, c'est des fibres qui sont rapides, puissantes mais qui sont plus fatigables. Et ces fibres de type 2, elles vont s'atrophier par manque d'utilisation. C'est un processus qui est appelé la conversion des fibres. Les fibres de X deviennent de A, qui deviennent progressivement plus similaires aux fibres de type 1. Le problème, c'est que si un jour ces athlètes veulent ou doivent produire un effort explosif, ils vont manquer de fibres musculaires adaptées. C'est comme si vous avez un moteur qui est optimisé pour l'économie de carburant en croisière, et du coup derrière il va être incapable d'accélérer rapidement. Les sports de force et de puissance vont créer le problème inverse, on est bien d'accord. Si vous avez un développement massif des fibres de type 2X et 2A, vous allez avoir une capacité aérobie limitée. Ces athlètes ils vont être puissants, mais ils vont s'essouffler rapidement. Et avec tout ça, comme on l'a dit, il y a aussi des adaptations hormonales. L'entraînement d'endurance à un volume élevé, surtout s'il n'est pas équilibré avec la récup et le renfort, ça peut créer un état de stress chronique avec des niveaux élevés de cortisol et des niveaux bas de testostérone. Cet environnement hormonal va favoriser le catabolisme, ce qui est la dégradation, plutôt que l'anabolisme, qui est la construction, ce qui rendra difficile le maintien de la masse musculaire et la récupération. Et là, vous allez me dire, ok, je commence à comprendre, je vois un petit peu le problème, mais alors, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois sortir de ce piège de la spécialisation? La réponse, elle est simple, mais elle n'est pas forcément facile à accepter non plus. Vous allez devoir élargir votre entraînement au-delà de votre sport spécifique. Oui, forcément. Et l'outil le plus puissant, le plus intéressant, celui que tous les coureurs à pied adorent, c'est quoi? C'est la muscu. Attendez, je ne parle pas tout de suite de salle de sport. Je ne vous dis pas qu'il va falloir devenir un bodybuilder et que Schwarzenegger va devenir la nouvelle affiche dans votre salon. Je vous parle d'utiliser juste l'entraînement en résistance de manière stratégique pour combler les déficits, pour rééquilibrer le développement et construire une résilience plus importante qui vous permettra de pratiquer votre sport plus longtemps avec moins de blessures et sans doute bien mieux que ce que vous pensez. La musculation, quand elle est bien conçue pour un athlète spécialisé, elle ne vise pas à vous transformer. Elle va juste viser à compléter, équilibrer et à renforcer les fameux maillons faibles. C'est de la musculation d'équilibre, ce n'est pas une transformation qu'on cherche. Mais on va explorer d'abord les bénéfices spécifiques que la musculation peut apporter à l'athlète spécialisé. Et tout d'abord, c'est ce qu'on a dit, c'est la correction des déséquilibres musculaires. Et c'est le bénéfice le plus évident. Vos ischio-jambiers sont faibles par rapport à vos quadris, on va faire un renforcement ciblé des ischios. Vos fessiers ne s'activent pas correctement,
et ben on va faire un travail spécifique d'activation et de renforcement des fessiers. Votre chaîne poste, elle est tendue mais faible, et ben on va faire de la mobilité et du renfort. C'est juste aussi simple que ça. Et la muscu, elle va permettre de cibler précisément les groupes musculaires qui sont négligés par la spécialisation du sport. Ça va permettre de travailler les muscles dans des amplitudes et des plans de mouvement que le sport n'utilise pas, dans lesquels ils n'ont plus été recrutés depuis perpète. Okay, et même si votre sport ne nécessite pas directement une force max élevée, on va quand même chercher, comme on l'a vu, à augmenter cette force max puisqu'elle va permettre d'élever l'ensemble des autres capacités. C'est comme si vous agrandissiez le réservoir de votre voiture. Tout le reste devient relativement plus facile. Pour un coureur, comme on l'a vu, augmenter sa force de squat de 80 à 100, 110 kg, ça peut améliorer son économie de course, sa résistance à la fatigue, sa capacité de sprint final et surtout, encore une fois, sa résistance aux blessures, parce que c'est ça qu'on cherche. Et ça, sans prendre de masse musculaire excessive, parce qu'il faut que l'entraînement soit bien conçu. Derrière, au-delà de l'aspect musculaire, on a l'aspect conjonctif. Les tendons, les ligaments, le cartilage, eux, vont s'adapter également à la charge. Mais comme on l'a dit dans un précédent podcast également, ils vont s'adapter lentement. Plus lentement que les muscles. On compte cela en mois et non plus en semaines comme les muscles. L'entraînement en résistance avec des charges progressivement croissantes, c'est simplement le meilleur stimulus pour renforcer ce type de tissu. Parce qu'un tendon qui est habitué à supporter 200 kg en squat, par exemple, sera bien plus résilient face au stress répétitif de la course à pied qu'un tendon qui n'a jamais vu plus que le poids de corps multiplié par 2 ou 3 lors de la foulée. Okay, et au-delà du tendon, on a l'os. L'os, comme on l'a vu dans un épisode précédent, s'adapte selon la loi de Wolff. Et la musculation avec des charges lourdes, c'est un stimulus puissant qui permet d'augmenter la densité osseuse. Et pour les athlètes d'endurance particulièrement, les cyclistes et les nageurs qui font des sports sans impact, c'est crucial pour prévenir l'ostéoporose précoce. Des exercices donc de musculation bien choisis, donc particulièrement unilatéraux, soit sur un bras, soit sur une jambe. Les exercices de chaîne cinétique fermée, les exercices qui défient l'équilibre vont améliorer de manière spectaculaire la stabilité et le contrôle moteur. Un simple squat unipodal, donc un pistol squat, même avec le poids de corps ou avec une légère charge, va challenger votre stabilité de cheville, de genoux, de hanches et de tronc. D'une manière générale que votre sport spécialisé ne fait juste pas. Et un autre aspect qui va concerner les athlètes d'endurance particulièrement, c'est que la musculation, elle va vous permettre d'éviter la tendance naturelle à perdre de la masse musculaire du fait des volumes élevés d'entraînement aérobie que vous vous mettez. Maintenir une masse musculaire saine, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est juste crucial pour le métabolisme, pour la fonction hormonale et donc pour votre santé à long terme. Okay, mais attention, la musculation pour les athlètes spécialisés, ce n'est pas la même que la musculation pour le culturiste, pour le powerlifter, pour l'haltérophile. Les objectifs sont différents, donc l'approche, elle est différente. C'est toutes les modalités qui vont nous intéresser. Votre musculation, elle doit compléter votre sport et pas entrer en compétition avec lui. Elle ne doit pas vous fatiguer au point de compromettre vos entraînements spécifiques. Elle doit trouver sa place dans votre planification sans surcharger votre capacité totale de récupération. En pratique, ça va souvent signifier un volume modéré de musculation, donc 2 à 3 séances par semaine, qui vont être placées stratégiquement dans la semaine. Après les séances spécifiques dures ou les jours de repos, de récupération active, avec une intensité qui challenge, mais qui ne va pas détruire. Et ce temps de musculation, donc, il va être précieux parce que vous n'aurez que 2 ou 3 séances. Donc, il ne va pas falloir le gaspiller pour faire un bench si vous êtes coureur, sauf si vous avez une raison spécifique. Donc, on va chercher à se concentrer, comme on l'a dit, sur les maillons faibles. Pour un coureur, on va travailler les fessiers, les ischios, le tronc, la moble de cheville et de hanche. Pour un cycliste, les ischios encore une fois, le tronc, la moble de hanche, le renforcement du haut du corps qui est négligé. Pour un nageur, on va bosser la stabilisation de la scapula, de l'omoplate, la chaîne poste, la rotation du tronc, le travail de mobilité thoracique. Et enfin, on va privilégier des exercices qui impliquent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires qui vont refléter des patterns de mouvement naturels. Des squats, des fentes, du soulevé de terre, du rowing, des tractions, etc., etc. C'est des exercices qui sont plus efficaces en termes de temps, qui vont créer une plus grande stimulation hormonale et qui vont mieux développer la coordination intermusculaire. Ils sont plus transférables à la performance sportive. Comme pour tout entraînement, la progression, c'est la clé. On l'a déjà vu également. Mais pour l'athlète spécialisé, la progression, elle doit être patiente. Vous ne cherchez pas à battre des records en squat chaque semaine. Vous allez chercher à construire progressivement une base de force solide qui soutiendra la pratique globale
pendant des années. Ça peut signifier passer de plusieurs semaines au même poids en perfectionnant la technique dans un premier temps, en augmentant d'abord le volume, donc le nombre de répétitions et de séries, et ensuite seulement la charge. Parce que votre muscu, elle doit s'intégrer dans la périodisation globale de votre entraînement en allant vers vos objectifs. En phase de développement de base, souvent hors saison ou en début de préparation, vous allez pouvoir mettre plus de place à la musculation avec des volumes et des intensités plus élevées. Mais quand vous allez vous rapprocher des échéances, la muscu, ça va devenir de l'entretien, des volumes réduits, mais juste un maintien de l'intensité pour conserver les adaptations qui ont été acquises auparavant, sans créer une fatigue excessive. Mais on va prendre plusieurs cas concrets pour que vous puissiez mieux comprendre la chose. On va commencer par un coureur de marathon, d'autres classiques. Il va avoir 2 séances de muscu par semaine de 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure. Ok. La première séance, on va mettre l'accent sur les membres infs avec du squat, du soulevé de terre, Romanian deadlift, des fentes bulgares, du hip thrust, du squat sur une jambe et du gainage. Séance 2, l'accent va être mis sur le tronc et le haut du corps avec du rowing, des tractions ou du tirage vertical, de la presse verticale, du gainage sous toutes ses formes, de la mobilité de hanches et de chevilles. Et ces séances, on va les placer de manière idéale soit après une course facile ou un jour de repos actif. Et les charges, elles vont être modérées. Ok, on va être à 60-80% du max. 3-4 séries d'une dizaine de répétitions pour chaque. Pour un cycliste, pareil, 2 séances par semaine avec un objectif de travail sur le ratio quadri-ischio, donc plus de travail de chaîne poste, du soulevé de terre, du nordique, du hip thrust, etc. On va aussi rajouter un travail de mobilité de hanche en extension et un petit peu de travail du haut du corps avec des tractions, du rowing et un petit peu la même chose. Et aussi un travail de stabilité du tronc et particulièrement en anti-rotation. Pour un nageur, 2-3 séances par semaine, focus sur la stabilité scapulaire, ok, et aussi renfort du tronc en rotation à l'inverse, et un travail des membres infs pour maintenir la masse musculaire et la densité osseuse. Parce que c'est quelque chose qui est très important dans le cas des nageurs. Ils ne sont pas soumis à la même gravité qu'un sport de terre, donc du squat, des soulevés de terre, des fentes. Et un travail aussi au niveau de la mobilité thoracique pour compenser les heures dans l'eau. Mais il y a des erreurs à éviter. Donc maintenant qu'on a vu les principes, on va parler de ces erreurs. Et la classique, ça va être d'en faire trop vite, trop. Souvent, l'athlète a une mentalité de plus, c'est mieux. Donc quand il va décider d'ajouter de la muscu, il va y aller à 4 séances par semaine, des entraînements de 2 heures, des charges max. Et résultat derrière, il est aussi cuit que le magret que j'ai mis au four hier soir et que j'ai oublié. Donc la récupération, elle va être compromise, la performance dans le sport principal, elle va en baisser et il va abandonner la muscu parce que il va se dire bah non en fait finalement ça m'aide pas du tout, c'était trop et j'étais mieux avant. Mais comme on l'a dit, la muscu pour un athlète spécialisé, elle doit être ajoutée progressivement. Il va falloir commencer par une séance par semaine pendant un mois, puis 2 séances. Il faut laisser au corps le temps de s'adapter. Il faut être patient. Et l'erreur suivante, ça va être d'intégrer la muscu classique, donc de copier des bodybuilders, ce qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Beaucoup d'athlètes qui arrivent en salle font ce qu'ils vont voir autour d'eux. Des routines de bodybuilding avec une isolation musculaire, des séries à l'échec, des splits, etc., etc. Mais pour un athlète spécialisé, encore une fois, ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin de 12 séries pour les biceps. On a besoin d'exercices composés, fonctionnels, qui vont construire une force utilisable. On veut quelque chose de fonctionnel. Ok. Et souvent, on va se dire que la technique, comme c'est pas notre sport spécialité, ça sert à rien. Là, c'est faux, encore une fois. La musculation avec une mauvaise technique, elle va être dangereuse, ou elle risque d'être dangereuse plutôt. Beaucoup d'athlètes qui sont habitués à exceller dans leur sport vont arriver en muscu avec un ego trop grand et vont mettre trop de poids trop vite avec une technique éclatée, encore une fois. Le mouvement, la manière de les faire correctement importe énormément sur le travail. Donc s'il faut, il va falloir travailler avec un coach compétent, se filmer, maîtriser les mouvements avec peu de charge avant d'augmenter. Et votre corps vous remerciera. Ok. Et c'est là où on va aussi passer à la mobilité. Parce que la mobilité, elle est souvent, toujours mise de côté. La musculation sans travail de mobilité peut aggraver des raideurs existantes. Donc si vous faites du squat avec une mobilité de cheville limitée, vous allez compenser ailleurs et potentiellement créer de nouveaux problèmes. Il faut toujours intégrer un travail de mobilité sur les maillons faibles pendant votre séance, avec une mobilisation articulaire avant, une activation musculaire et après, des étirements
Parce que la muscu et la mobilité vont de pair, même si ce n'est pas vendu sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'athlètes font de la musculation de manière sporadique. 2 semaines intensives, 3 semaines rien, une séance, 2 séances, 5 séances, puis plus rien. Bien, cette incohérence, elle ne va pas produire d'adaptation significative. Les adaptations de force nécessitent du temps et de la régularité. C'est la même chose pour la mobilité, c'est la même chose pour les étirements. 2 séances par semaine pendant 6 mois, même si le rythme, l'intensité est moins importante, les résultats seront bien plus importants que des périodes intensives de 3 semaines avec une pause de 2 semaines parce qu'on est KO. Ok. Donc la muscu, c'est un outil qui est très puissant, mais ce n'est pas le seul moyen de contrer les dangers de la spécialisation. Il existe un principe plus large, plus fondamental, qui est la variabilité. Et comme on l'a dit dans le précédent podcast, le corps aime la variabilité. Il prospère dans la diversité, l'uniformité, la répétition. C'est nul, ça crée que des problèmes. Alors au-delà de la musculation structurée, on va tout simplement chercher à varier. La musculation, c'était un point, c'était une possibilité. Et si vous êtes coureur, occasionnellement, allez faire du vélo, de la natation, de la randonnée. Même si ça vous semble anodin, les résultats derrière, le bénéfice sera plus important. Si vous êtes cycliste, allez marcher, allez courir. Si vous êtes nageur, mettez un petit peu les pieds sur terre. Et ce cross-training informel a de multiples bénéfices parce qu'il va solliciter différents groupes musculaires de manière différente, différents systèmes énergétiques. Et on va créer des patterns moteurs qui sont plus variés. Ça va permettre de réduire le risque de blessure et surtout de surutilisation en distribuant les contraintes sur différentes structures à chaque fois. Et surtout, ça va rendre votre pratique sportive plus durable mentalement. Faire toujours la même chose, même si vous aimez, pour ma part, j'en ai eu marre. Et la variabilité, elle va maintenir cette fraîcheur, cette motivation et ce plaisir. Et surtout que si un jour il pleut et que vraiment vous ne pouvez pas sortir courir, vous risquez d'être frustré, rien ne vous empêche d'aller nager. C'est justement ça qui est intéressant. Mais rappelez-vous, on en a parlé précédemment, comment les enfants développent leur capacité physique. Par le jeu, par l'exploration, par l'expérimentation. Ils grimpent, ils courent, ils sautent, ils font tout et n'importe quoi. Ils ne s'entraînent pas, ils jouent. Et c'est dans ce jeu qu'ils vont construire les bases motrices riches. En tant qu'adulte, athlète spécialisé, on a perdu cet esprit de jeu puisqu'on est omnubilé par notre objectif qui est courir mon marathon en moins de 3 heures, par exemple. Votre entraînement structuré, sérieux, orienté, c'est ok, il y a des objectifs mesurables, mais c'est important de se perdre. Je vous encourage à réintroduire un peu de jeu dans votre vie motrice. Allez dans un parc et utilisez les structures de jeu comme une salle de gym naturelle. Grimpez aux arbres. Marcher en équilibre sur les murets, lancer, attraper un frisbee, jouer au foot avec des amis sans prendre ça au sérieux. Le but n'est pas de marquer, le but est d'être un enfant. Et ce jeu libre, c'est pas du temps perdu parce que vous allez développer des qualités que votre entraînement structuré néglige. Vous allez vous en rendre compte en le faisant d'ailleurs. La créativité motrice, la réactivité, la coordination un peu plus complexe, l'adaptabilité. Et le fait de le faire en jouant, sans stress, ça va aussi nourrir votre relation au mouvement et vous allez même plus y penser. Mais comme un enfant qui a couru toute l'après-midi au parc de jeux, le soir quand il rentre, c'est dodo directement sur le canapé ou dans la voiture. Donc pour nous c'est pareil, la récupération est importante. Et la plupart des athlètes pensent récupération en termes de repos passif. Ne rien faire, dodo, canapé. Non, il y a une récupération qu'on appelle active et qui est géniale. C'est ce qui concerne les mouvements doux, donc différents du sport principal. Pour un coureur, ça peut être juste d'aller nager tranquillement sans se poser de questions, de faire du yoga, faire une balade à vélo sur la piste cyclable tranquillement et regarder les feuilles qui tombent. Et pour un cycliste, ça va être d'aller marcher, d'aller faire du tai chi, du qigong ou je ne sais quoi, d'accord ? Ce type de récupération active va aussi favoriser la circulation sanguine, l'élimination des déchets et le relâchement musculaire tout en maintenant le corps en mouvement. Donc ça permet aussi de briser la monotonie du repos complet, Netflix and chill, Et on va mettre une petite mention spéciale pour le yoga, parce que ça combine mobilité, stabilité et force dans des positions inhabituelles en ajoutant un petit travail respiratoire. Même si c'est à la mode, il va falloir en parler un petit peu, Pour l'athlète spécialisé, c'est souvent exactement le complément dont il a besoin, Donc, le yoga, à mettre parfois un petit peu en ligne de compte. Sur une échelle de temps plus large, il va falloir donc repenser la périodisation annuelle. La plupart des athlètes sérieux ont une saison de compétition où ils sont ultra spécialisés, puis une hors-saison où ils font un peu la même chose, juste avec moins de volume, moins d'intensité et un peu de récup. Donc il va falloir proposer une approche différente.
et au contraire utiliser, comme on l'a dit, le hors-saison comme une période de diversification délibérée. C'est le moment d'ajouter significativement plus de muscu, d'explorer d'autres activités physiques, d'autres sports par exemple, et de travailler ces petites faiblesses qui ont été mises en lumière pendant la période de compétition. Puis en entrant dans la phase de préparation spécifique, on va réaugmenter progressivement le volume du sport principal en maintenant avec un volume réduit le travail complémentaire. Et en compétition, quand on est au maximum de la spécificité, bien sûr, on va avoir un travail d'entretien minimal complémentaire. Et puis le cycle va recommencer. Et cette ondulation entre spécialisation et diversification sur l'année, elle va permettre tout simplement de maximiser la performance en compétition en construisant une résilience à long terme. Okay, et pour l'exemple, il y a une catégorie d'athlètes fascinants. C'est les athlètes maîtres, ces compétiteurs de 40, 50, 60 ans et plus qui continuent à performer à haut niveau. Okay, et qu'est-ce qu'ils ont compris que les autres n'ont pas? Ils ont compris que la durabilité prime sur l'intensité maximale à court terme. Ils vont s'entraîner plus intelligemment. Pas juste plus dur, ils vont écouter leur corps, respecter la récupération et presque universellement, ils vont faire un renfort musculaire et du travail complémentaire. Si vous regardez les meilleurs marathoniens maîtres, ils ne font pas que courir, ils soulèvent des poids, ils font du travail de mobilité, ils vont varier leurs entraînements. Et c'est comme ça qu'ils peuvent encore courir des marathons en moins de 3 heures à 50 balais. Et cette approche, elle devrait inspirer les plus jeunes. Mais on est généralement jeunes et cons, mais bon. Pourquoi attendre d'avoir 50 ans et d'avoir accumulé les blessures pour adopter une approche plus équilibrée? Commencez maintenant et vous performerez sans doute encore plus tard. Donc on va prendre une histoire simple, celle de Thomas. Okay, il a 32 ans, il court, il adore ça. Thomas, il a commencé à courir à 25 ans et forcément, il est tombé dedans, il est devenu accro, il adore ça. Et en 7 ans, il est passé de débutant coureur à capable de faire un marathon en 2h50, ce qui est plutôt pas mal pour un amateur. Okay, mais les dernières années, c'était pas ouf. Il a eu quelques périostites, il a eu un essuie-glace, il a eu une aponevrosite, et puis avec ça, on va rajouter quoi? Un petit tendon d'Achille? Allez, ça va dans le shaker. Et à peine guéri d'une blessure, il en avait une autre. Et puis il guérissait, et puis il en avait une autre. Ok? Et puis il est allé voir son kiné, et puis il lui a dit Thomas, qu'est-ce que tu fais en dehors de la course? Thomas, il a forcément dit rien, je cours. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Il est peut-être là le problème, non? Si on fait un test de force, le squat unipodal, il n'arrivera pas à descendre dessus. Okay, il va être obligé de forcer, et puis il risque de se casser la gueule. La stabilité de cheville, absente. La force latérale de hanche, absente. La mobilité de cheville, absente. La mobilité des hanches, absente. La chaîne postérieure, hyper tendue forcément, puisqu'il fait que courir. Donc le plan, ça va être quoi? Et si on réduisait temporairement le volume de course? Okay, on ajoute 3 séances par semaine de renfort, 2 séances de muscu focalisées sur les faiblesses et une séance de mobilité et de stabilité. En plus des séances quotidiennes de mobilité, on l'a déjà dit dans un précédent podcast. Pas de course certains jours, remplacé par du vélo, de la natation. On va clairement varier, revoir complètement le plan d'entraînement, mais encore une fois, petit à petit. Okay, alors forcément, Thomas, il s'est dit, attends, on va réduire la course, ça va jamais m'aider ça. Mais bon, comme il était blessé, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire puisqu'il ne pouvait plus courir. Donc au début, c'était dur, c'était chiant, il n'aimait pas ça et parce qu'il se sentait faible, il avait quitté un domaine dans lequel il était très très bon pour rentrer dans un autre où il n'était pas folichon. Et puis petit à petit, ça allait mieux, il est devenu meilleur en muscu, en mobilité, il a repris ses entraînements de course à pied, il a guéri. Et puis 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste battu son record. Alors comment c'est possible puisqu'il n'a pas fait que de la course à pied? Il s'entraînait moins spécifiquement, mais il performait mieux parce qu'il a comblé ses faiblesses, il a équilibré son développement et il avait construit un corps plus robuste, plus résilient. Sa foulée, elle était plus stable, son pied avait un meilleur appui au sol et donc derrière, la transmission des forces, elle est plus importante, elle est plus puissante. Ça le fatiguait moins, il récupérait mieux. Ok? Et aujourd'hui, Thomas, il court toujours, il a toujours sa muscu et il s'est rendu compte que ce n'était pas anodin comme travail complémentaire. Voilà pour le dernier exemple, histoire de mettre un petit point réaliste sur toute cette théorie. Alors j'espère que vous avez bien aimé ce petit podcast sur les dangers de la surspécialisation sportive
Donc on va faire un petit récap, avant de terminer ça. C'est que la surspécialisation sportive poussée à l'extrême va créer des déséquilibres musculaires, des déficits de mobilité, des faiblesses de force, des rigidités musculaires, des vulnérabilités métaboliques. Donc plus vous êtes spécialisé, plus vous êtes performant dans votre domaine de manière étroite, plus vous risquez d'être fragile de manière générale. Mais ces déséquilibres, ce ne sont pas une fatalité, ils sont prévisibles, ils sont identifiables et surtout, et c'est ça qui est important encore une fois, c'est qu'ils sont corrigibles. Mais ils vont nécessiter d'accepter de sortir de la zone de confort, d'accepter de faire des choses qui ne sont pas directement votre sport et d'investir du temps dans ce qui peut sembler être des à côté, mais qui sont juste complémentaires. Et donc la musculation, utilisée de manière intelligente comme outil complémentaire, c'est sans doute un des antidotes les plus puissants à ces dangers et les plus simples à mettre en place. Ça va vous permettre de rééquilibrer, de renforcer et de protéger l'ensemble des différents éléments. Elle ne va pas vous transformer en mode bodybuilder, ok, elle va juste vous transformer en un athlète plus complet et plus durable, plus résilient. Mais encore une fois, au-delà de la musculation, c'est un état d'esprit. On va chercher à valoriser la variabilité, à cultiver cette polyvalence et un équilibre général. Votre corps n'est pas une machine monofonction et il va falloir le traiter comme tel puisque c'est ce qu'il est. Et il est aussi adaptable à tout le reste. Et le paradoxe que j'aimerais que vous reteniez, c'est que pour performer au plus haut niveau dans votre sport spécifique, vous devez accepter de faire des choses qui ne sont pas votre sport spécifique et qui vont vous permettre de progresser. Pour courir plus vite, plus longtemps, vous devez passer du temps à ne pas courir. Ok? Ça semble contre-intuitif, ça défie le principe de spécificité qui est gravé dans la culture sportive générale, mais c'est juste une réalité physiologique de l'organisme humain. Les athlètes qui durent, qui performent sur des décennies, qui évitent les blessures, ce sont ceux qui ont compris ce paradoxe, qui entraînent leur corps de manière holistique, comme un tout, et pas comme une machine spécialisée. Donc c'est un équilibre qu'on cherche. On ne va pas chercher à arrêter un sport pour devenir généraliste et tout faire de manière médiocre, mais on va chercher à équilibrer avec sagesse ce qu'on aime faire avec d'autres choses. Ok? C'est juste 2 à 3 heures par semaine, c'est tout ce qu'il faut, mais elles sont consacrées à compléter, à équilibrer et à renforcer votre domaine principal. Donc sur une semaine de 10, 15, 20 heures d'entraînement, c'est pas énorme, l'impact, il n'est pas disproportionné. Ok? Et ces quelques heures, elles peuvent juste faire la différence entre une carrière sportive et une carrière sportive écourtée. Ok? Donc, ce qui est simple, c'est que vous allez pouvoir commencer aujourd'hui parce que je pense que vous êtes reconnu dans la description de cet épisode et que vous êtes sans doute un athlète qui est ultra spécialisé. Il va falloir commencer au plus tôt et de manière progressive pour mettre en place ces petites séances de musculation de 30 minutes où il va falloir se concentrer sur des faiblesses qui sont évidentes, apprendre les mouvements de base de manière correcte et être patient avec la progression. Petit à petit, vous allez ajouter une deuxième séance et après quelques mois, évaluer l'impact. Et je parie que vous allez vous sentir mieux, plus à l'aise, plus solide et sans doute même plus performant dans votre sport principal. Parce que vous n'êtes pas juste un coureur, vous n'êtes pas juste un cycliste, mais vous êtes un être humain avec un corps qui est capable de faire 1000 choses et qui a besoin de faire 1000 choses. Donc être excellent dans son sport, c'est bien, mais il faut aussi être excellent de manière générale pour être encore meilleur dans son sport. Entraînez-vous régulièrement de manière spécifique, mais entraînez-vous intelligemment avec cette recherche de variabilité, cette recherche d'équilibre. Ok? Donc sur ces mots, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion, à introspection et surtout avec une envie de progresser, d'agir et de mettre en place tous ces différents petits tips pour être meilleur et performer. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour un autre petit podcast. Allez, la bise!